La marque Peugeot est aujourd'hui la seconde firme française d'automobile et de ce fait, elle est connue dans le monde entier. Mais c'est également l'un des constructeurs les plus anciens encore existants. L'histoire de la société trouve ses origines au XVIIIe siècle, en 1725. Les Peugeot sont des meuniers qui ont construit un moulin à eau sur les bords du Doubs, dans l'est de la France. Rapidement, l'outillage va devenir une spécialité de la famille. Et c'est alors que va apparaître au milieu du XIXe siècle l'emblème devenu mythique, le lion. Peugeot, c'est quelque chose qui a une longue histoire maintenant, puisque on trouve des Peugeot déjà au XVIe siècle mentionnés dans les écrits locaux. C'était une famille de meuniers, de paysans, et cette famille avait l'habitude, bien sûr, de travailler avec des moulins, puisque une partie de la famille travaillait avec des moulins à eau. Et quand l'ère industrielle est arrivée, la force motrice qu'on pouvait utiliser pour faire marcher les machines, c'était l'eau. Donc il y a un membre de la famille Peugeot, à la fin du XVIIIe siècle, qui a transformé un moulin en usine pour fabriquer des aciers spéciaux. Et à partir de là, l'histoire industrielle de Peugeot a commencé. Donc Peugeot a commencé à faire des aciers spéciaux, et puis ensuite des objets fabriqués avec les aciers spéciaux, des outils, des lames de scie, même des crénolides pour les robes de dames au milieu du XIXe siècle. Puis ensuite, quand est arrivée l'ère du cycle, eh bien c'était bien sûr tout à fait naturel de fabriquer des roues de vélo, et puis des vélos entiers, et puis de mettre des moteurs sur les machines, et ensuite de faire des voitures. Donc Peugeot, on peut dire que l'histoire industrielle de Peugeot a commencé en 1810. La plupart des membres de la famille Peugeot comprennent alors que la révolution industrielle va passer par un développement considérable des moyens de transport. Le plus fervent défenseur de cette idée sera Armand Peugeot. Dès 1885, il se lance dans la fabrication de cycles, et 4 ans plus tard, dans l'automobile naissante. Après un premier tricycle à vapeur en 1889, il fabrique à partir de 1891 des quadricycles dotés de moteurs à essence et 3 ans plus tard, il livre déjà sa 100e voiture. Jusqu'en 1897, il sous-traitera ses moteurs avec l'allemand Daimler qui lui fournissait son moteur bicylindre en V, offrant 2, 3, puis 4 chevaux réels. À partir de 1897, Peugeot fabriquera ses propres moteurs, qui resteront eux aussi exclusivement des bicylindres jusqu'en 1902. Après une première usine à Valentigney, c'est ensuite à Audincourt qu'ouvrira la seconde usine Peugeot. En 1902, Peugeot ouvre un 3e site à Lille. C'est la première fois que le constructeur s'expatrie hors de son département d'origine. Dans le même temps, la production se diversifie. Camions et motos arborent également le sigle du lion. Le patrimoine de la marque est aujourd'hui regroupé dans un musée, situé sur le site le plus connu de tous, celui de Sochaux. L'aventure Peugeot a été créée en 1983 dans le but de regrouper le patrimoine de la marque, de créer un musée et de fédérer les clubs regroupant les collectionneurs et les passionnés de la marque. Bien, le musée de l'aventure Peugeot est né en 1988. De la volonté de M. Pierre Peugeot, qui restait le président de l'aventure Peugeot. C'est un musée qui, au départ, faisait à peu près 2000 m² d'exposition et qui a grandi en l'an 2000, puisque nous avons triplé ce musée pour en faire un musée de la marque Peugeot sur 6000 m². Environ 150 voitures sont exposées, mais il n'y a pas que la voiture dans l'histoire Peugeot, puisque bien avant la voiture, il y avait des outils Peugeot, les moulins à poivre, les moulins à café, et bien sûr après les vélos, les motos. Alors ce musée a été conçu par ordre chronologique, donc chaque véhicule est resitué dans un contexte de l'époque, c'est-à-dire qu'il permet de parcourir l'histoire de la marque depuis à peu près 150 ans, mais aussi de parcourir l'histoire de la France et de l'Europe d'une façon, je pense, intéressante et assez ludique, depuis 1850 environ jusqu'à l'an 2000. De nombreux modèles vont démontrer au début du XXe siècle la qualité incontestée des Peugeot.
Puis, en 1929, c'est la 201 qui inaugure les séries que nous connaissons toujours aujourd'hui, avec le fameux zéro central. Dès 1938, la 202 apparaît comme une voiture moderne et populaire, héritière de l'imposante 402, qui était sortie en 1935 et qui était la concurrente directe de la Citroën traction avant. Après-guerre, la 203 va marquer le retour de Peugeot sur le devant de la scène dès 1948. En mai 1960, Peugeot va inaugurer la série 04 avec sa 404. Comme la 203, elle possède un style très à la mode et une calandre qui n'est pas sans rappeler le faste des voitures américaines. La 404, c'est une voiture mythique dans l'histoire de la marque. Ça fait partie des modèles fabriqués par Peugeot qui ont eu une très grande importance dans le développement de Peugeot. La 404, c'est une voiture qui préfigure déjà, par ses qualités, tout ce qu'on retrouve encore comme qualité dans les voitures modernes, c'est-à-dire le charme, la ligne, le dessin, le confort, la solidité, les performances et la tenue de route. Donc toutes ces qualités-là, qui sont des éléments très recherchés par les clientèles, ce sont encore les piliers de l'image de la marque actuellement dans la production moderne. Après la 403, la 404 est le second modèle issu de la collaboration entre Peugeot et le bureau de style des établissements Pininfarina, haut lieu du design et de la carrosserie latine, qui travaillaient simultanément pour plusieurs autres constructeurs. Ceci explique la ressemblance de la 404 avec certaines de ses contemporaines. C'est avec la 404 ensuite qu'il y a vraiment un changement de style dans les voitures et on peut dire l'apport de Pininfarina aux lignes Peugeot. En effet, si on voit la 203, on voit qu'il s'agit d'une voiture exactement des années 50 qui est caractérisée des montants qui sont larges avec des pare-brises plates, des toits qui sont grands et des formes qui sont rondes. Ensuite, il y a encore la ligne des pare-fends avant et arrière qui donne une image de voiture des années 30. Ça, c'est plus ou moins la 203. Ensuite, Pininfarina va présenter en 1955 le prototype sur châssis Lancia Aurelia qui s'appelle Florida, qui est caractérisé de lignes qui sont perpendiculaires et parallèles. Donc, il y a le pare-brise qui est incliné et qui va suivre les modes américains, qui est panoramique. Il y a les montants qui sont très étroites pour maintenir la visibilité, et aussi le toit qui ne monte pas comme ça, qui est très subtil, et la queue qui va prendre une ligne qui ensuite va comprendre le panneau arrière. L'autre caractérisation de cette ligne Pininfarina qu'on trouve sur la 404, c'est le dièdre du flanc. D'abord, le flanc était modélé comme ça. Maintenant, le flanc est modélé avec un dièdre, une ligne qu'on verra ensuite dans les voitures des années 60, 70 encore. Ça, c'est une ligne qui est présentée pour la première fois par Pininfarina et qui sera toujours ensuite portée. Aussi la partie postérieure qu'on retrouve sur la Flaminia, qu'on retrouve sur Austin Cambridge et sur Peugeot 404, c'est caractérisé par le toit, la ligne des pare-fends, les faux arrière et le panneau où il y a le coffre, la plaque, voilà, comme ça. Et ça, il y a des ailes. Bon, je vais dessiner au contraire, quand même. Bon, il y a aussi, voilà, ça c'est le 404 et la Flaminia. Donc ça, c'est aussi un style qui est très à la vague des années 50 et qui vient de l'Amérique.
Après la présentation de mai 1960 auprès du réseau et de la presse, c'est véritablement au Salon de l'Auto de Paris d'octobre 1960 que le grand public va découvrir de près la 404. Le moteur est un 4 cylindres de 1618 cm3 qui offre 72 chevaux. Mais dès le printemps 1961, Peugeot va présenter une version munie de l'injection indirecte. La 404 sera la première voiture française à en être équipée. Il y a eu plusieurs versions. Il y a eu les versions à carburateur avec une cylindrée de 1618 cm3 à 72 chevaux et puis les injections à 96 chevaux. Il y a eu les diesels aussi en 1900 cm3 uniquement dans les berlines. Les cabriolets n'ont pas eu de diesel, elles sont uniquement carburateur et injection. À partir de septembre 1962, la berline 404 en version Superlux est dotée de l'injection et d'une teinte métallisée. Elle peut enfin rivaliser avec son inaccessible rival de l'époque, la célèbre Citroën DS19, qui, elle, ne possède pas l'injection. Alors, la 404 est une voiture mythique pour Peugeot. C'est une des 3 premières voitures mythiques comme 205, 203, 404. Les voitures qui suivront peut-être seront plus mythiques. En tout cas, aujourd'hui, c'est une des plus importantes dans l'histoire de la marque. Une voiture qui a été produite à près de 3 millions d'exemplaires. C'était une voiture qui était classée comme une voiture pour les petits bourgeois, une voiture très confortable, très spacieuse, robuste, extrêmement facile à restaurer quand il y avait un problème. C'était une voiture qui est un style un peu osé à l'époque. C'était une voiture un petit peu anguleuse, peut-être uniquement sur ce point qu'elle est un peu démodée, mais qui a gardé beaucoup de charme. Alors, si on juge la 404, il faut bien sûr regarder la berline, qui est la plus produite. Mais à l'époque, on avait déjà la chance chez Peugeot de penser que beaucoup de déclinaisons étaient possibles, comme le coupé 404, le cabriolet 404, mais aussi des versions utilitaires comme la familiale, le pick-up et également la version bâchée, qui était assez connue dans les pays africains. Donc, toute une famille 404 qui a fait la gloire de Peugeot et qui, aujourd'hui encore, se rencontre beaucoup dans les rues d'Europe et d'outre-Europe, en train de rouler, car c'est des voitures très robustes qui ont quelquefois 300-400 000 km sans problème. La 404 va permettre à Peugeot de s'imposer parmi les premiers constructeurs européens. Sa fiabilité et son endurance vont imposer l'image de Peugeot un peu partout à travers le monde, et Peugeot cherchera sans relâche des perfectionnements auxquels la 404 aura droit pendant sa longue carrière. Depuis le début des années 1950, Peugeot travaillait sur le principe de la suspension oléopneumatique. Et la 404 a même failli en être équipée. Mais la crainte de passer pour une copie de la DS de Citroën a fait annuler le projet. Ce sont donc des solutions classiques, mais éprouvées, qui ont équipé la 404. Mais la 404 s'inscrit aussi dans une prise de conscience du problème de la sécurité au volant. Et les années 1960 vont apporter un enseignement capital pour l'évolution future des modèles de la marque. La motorisation diesel que Peugeot a expérimentée avant-guerre, puis en série sur la 403, va faire reconnaître ce constructeur comme le grand spécialiste européen de la question, juste après Mercedes. La carrière de la 404 va durer 15 ans sur le marché français et presque le double pour certains pays d'exportation. La 403 avait été la première Peugeot à franchir le cap du million d'unités produites. La 404 va plus que doubler ce score. Dès le départ, Peugeot a pensé à faire plusieurs modèles 404 en carrosserie, mais aussi en mécanique, puisqu'on trouve dès le départ plusieurs moteurs essence, mais aussi un moteur diesel. L'histoire de diesel et Peugeot a commencé en 403, en 1955, et peu de temps après, nous avons monté un diesel sur 404. La 404 berline a aussi existé en version automatique, avec un coupleur. À l'époque, on appelait ça un coupleur Jaeger. C'était une invention également de l'entreprise Peugeot, et qui a permis à beaucoup de taxis parisiens notamment de rouler en 404. Une voiture très connue également à Paris dans les années 70. C'est une voiture qui a eu de nombreuses versions, aussi bien carrosserie et moteur, qui a permis de couvrir pratiquement tout l'éventail de la clientèle de l'époque. Dessinés mais également fabriqués chez Pininfarina, les élégants cabriolets et coupés 404 ont été respectivement présentés en 1961 et 1962 et commercialisés lors du millésime suivant.
Ces deux élégantes carrosseries sont donc les premières Peugeot qui eurent droit au logo du maître carrossier italien sur leur flanc. Ces deux versions sont aujourd'hui particulièrement appréciées des collectionneurs. Alors la 404 est une voiture qui m'est chère, comme on dit, que je connais bien, puisque mon père, qui a maintenant 80 ans, a eu plusieurs 404. Et j'ai appris à conduire effectivement sur une 404 berline. C'est une voiture qui est assez amusante à conduire, assez facile, avec une particularité, c'est qu'on pouvait monter à l'époque, c'est interdit maintenant, mais 3 personnes à l'avant. Et le volant était légèrement décalé, pas vraiment parallèle à la planche de bord, ce qui permettait de loger plus facilement 3 personnes à l'avant. Le passager était bien assis et le conducteur était un petit peu décalé et ça lui permettait de conduire de façon plus confortable. La voiture était très haute et permettait de voir très bien la route. Et je me rappelle qu'en conduisant, j'ai de nombreuses fois évité des troupeaux de vaches à l'époque, puisque j'étais à la campagne avec mon père, et on voyait très bien la route de très loin. L'autre particularité, la voiture était extrêmement silencieuse, et j'avoue que c'est une voiture qui était en suspension très bien assise, et avec un moteur qui, pour l'époque, était un moteur silencieux et relativement économique. Alors, le volant n'est pas parallèle à la planche de bord, il est légèrement décalé comme on peut le voir ici. Ça permettait aux passagers d'être bien assis à 3 personnes à l'avant, donc le chauffeur était légèrement décalé sur sa gauche et au niveau de la largeur aux épaules, on avait plus de place pour les passagers. Donc on pouvait effectivement à l'époque monter à 3 personnes devant. C'est une petite astuce effectivement que Peugeot a lancée en 60. Allez, c'est bon. Ce qui est remarquable, c'est le côté un peu rustique du chauffage, puisque pour ouvrir le chauffage côté passager, on ouvrait ici la trappe, et le conducteur c'était ici, et le chauffage était ici. Voilà, on mettait en route, vitesse, deuxième vitesse, et on mettait ici le chauffage. C'était quand même rustique. Alors autrement, déjà à l'époque, on pouvait mettre tout ça, une première vide-poche. Et là, c'est une version déjà moderne avec les 3 cadrans qui étaient effectivement très lisibles et très modernes. Voilà la 404 des années 65, effectivement, qui est une voiture déjà luxueuse. Donc maintenant, en série, on met des lunettes arrière chauffantes, on n'avait pas à l'époque. Ça, c'est un gros avantage des voitures modernes, c'est que maintenant, en série, on a des lunettes arrière chauffantes. Mais la 404 se fera également remarquer sur les rallyes africains des années 1960, comme le célèbre East African Safari, qui se déroulait chaque année en Afrique anglophone de l'Est. Il était réputé comme étant le rallye le plus dur du monde. Les voitures devaient rester strictement de série et cela représentait le test grandeur nature le plus redouté des constructeurs que Peugeot sera le seul constructeur européen à remporter 4 fois. La qualité que Peugeot a encore aujourd'hui de produire des voitures robustes, c'est certainement bien assis à l'époque, en 1960, avec la 404. Une voiture qui a fait beaucoup de kilomètres avec les voitures africaines, peut-être les plus connues, notamment les versions Taxi Brousse, qui montaient jusqu'à 12, 13, 14 personnes, avec des moteurs essence robustes. Je pense que c'est la qualité première de cette voiture. C'est une voiture qui est plutôt esthétique, mais surtout robuste. On peut dire que la 404 a éveillé l'esprit sportif de Peugeot, puisque Peugeot a pratiquement tout tenté en compétition automobile, a gagné pratiquement partout, sauf en Formule 1 d'ailleurs, c'est la seule discipline où on n'a pas gagné jusqu'à présent. Mais la 404 a été la première voiture inscrite dans les rallyes internationaux importants, et notamment les plus connus sont les rallyes africains, comme le Kenya, le Bandama, où à l'époque, les 404, à l'époque, conduites à droite, donc qui venaient d'ailleurs souvent de Rhodésie ou du Kenya, qui, je ne sais pas si on se rappelle, mais sont des voitures qui roulent à gauche et non pas à droite, des voitures qui ont gagné beaucoup de rallyes avec des pilotes à l'époque anglais très connus, comme Vicky Cliff et Shankland, qui était un pilote indien à l'époque très connu en rallye africain. Donc c'est une voiture qui a permis à Peugeot d'asseoir sa notoriété en sport automobile. En 1965, un prototype sur base de cabriolet est assemblé pour battre des records du monde. Il est équipé successivement de 2 moteurs diesel et va battre 40 records du monde sur l'anneau de vitesse du circuit de Montlhéry, près de Paris. Peugeot va pouvoir prouver ses connaissances et ses capacités en matière de moteur diesel à une époque où très peu de marques se sont spécialisées dans ce domaine.
Après avoir battu le record des 5000 km à 160 km/h de moyenne, la 404 des records a battu celui des 11 000 km à 161 km/h de moyenne, confortant ainsi l'image de la marque dans un domaine où Mercedes-Benz croyait jusqu'alors dominer seul. Aujourd'hui, cet exemplaire historique est conservé par le musée de l'aventure Peugeot à Sochaux, parmi les autres modèles de la collection. Toutes ces pièces du patrimoine, entretenues par l'atelier du musée, servent régulièrement pour des expositions ou des salons. Être responsable de l'atelier de restauration, c'est globalement organiser la remise en état et l'entretien de tous les matériels que compose la collection. Donc que ce soit les voitures, les motos, les vélos, mais aussi tous les objets que compose la collection de notre patrimoine. Le travail de restauration se décompose globalement en quatre activités principales, donc, que sont la tôlerie, la mécanique, donc la sellerie, tous les sièges, et donc la menuiserie, puisque dans toutes les voitures, on va dire, anciennes, étaient au départ assemblées sur une ossature bois. Donc on a besoin de restaurer ces parties bois quand c'est nécessaire. L'importance de la restauration pour une voiture, l'importance c'est de conserver la voiture dans son état d'origine et de pouvoir la réexploiter en termes d'image et en termes la fiabiliser pour la remettre sur la route dans de bonnes conditions. On peut parler de restauration, on peut déjà parler de restauration pour 404 puisque aujourd'hui c'est un modèle qui est très apprécié par les collectionneurs. Donc c'est un modèle qui génère pas mal d'activités en termes de restauration. Nous, on va dire, pour nous ici Atelier de Restauration, la 404 est un véhicule intéressant dans la mesure où on peut refaire quelque chose assez facilement, entre guillemets, du fait de la disponibilité toujours aujourd'hui des pièces de rechange pour ce modèle-là. De plus, c'est un modèle qui était réputé fiable, endurant, et donc ça a l'avantage en restauration, lorsqu'on entame une restauration de voiture, de trouver des voitures en relativement bon état. Je suis mécanicien à l'atelier du musée. Je dirais que c'est une bonne voiture pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans la restauration, parce que c'est une voiture qui reste facile de mécanique, et puis bon, c'est confortable, c'est une voiture où on peut encore rouler. On peut rouler en ville et tout, on n'est pas gêné, c'est pas encore la vieille voiture, et puis c'est plaisant, quoi. Elle est confortable, on peut faire des kilomètres dedans. Les problèmes de cette voiture, comme ça, certains disaient qu'elle avait une tenue de route un petit peu légère, peut-être dû au rapport de sa puissance et de sa tenue de route. Ouais, elle n'avait pas beaucoup de défauts, je pense. J'ai fait la sellerie des voitures du musée. Je refais tous les intérieurs des voitures du musée. Les capotes, les sièges, les panneaux, la moquette, tout ce qui est intérieur. Pour les puristes, ceux qui veulent refaire une voiture dans la conception qu'elle était d'origine, il faut refaire la même voiture dans le musée pour qu'ils viennent se regarder puis refaire la même chose, pour qu'elle soit d'origine le plus possible. La 404 berline a un intérieur en coton, en tissu coton. Elle a aussi il y a une version qui a eu un intérieur en sky, perforé. Puis les coupés ont eu un intérieur en cuir, coupé et cabriolet. Les cabriolets avaient tous des intérieurs en cuir. Puis des moquettes noires ou rouges, ça dépend de la couleur de la caisse. Les capotes avec du coton et puis une fibre plastique pour l'étanchéité. Par contre, les panneaux sont en sky, ils ne sont pas en cuir dessus. La berline, à elle seule, a dépassé 1 600 000 exemplaires sur un total de 2 800 000 exemplaires de 404 construites, toutes versions confondues. Comme le coupé et le cabriolet, elle possède aujourd'hui de nombreux fidèles qui aiment son style baroque, très représentatif des années 1960. Novembre 1963.
La 3 millionième Peugeot, depuis l'origine de la marque, est assemblée et c'est une 404. Depuis, la production a été multipliée par 10. Mais la 404 est restée le symbole d'une époque heureuse avec des mécaniques simples et endurantes et qui font aujourd'hui son succès dans les nombreux clubs de collectionneurs de 404 à travers le monde.